bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une table ronde dans le cadre de ces journées de l'économie consacrées à la lutte contre la pauvreté. Et vous avez vu, lutter contre la pauvreté au plus près, c'est le titre qui a été donné, avec comme objectif, comme idée, de vous donner accès, grâce à la diversité des intervenantes et intervenants de cette table ronde, à une diversité de points de vue, de focales, d'approches sur cette question évidemment complexe, douloureuse et problématique pour notre société démocratique qui est l'existence, et on va le voir, la diffusion à une très large échelle de ces situations de pauvreté. Et donc, je ne vais pas entrer dans la question de la définition, puisque je pense que c'est l'objet même de la table ronde que de faire exister la pluralité des points de vue, des approches sur cette question. Donc, moi, juste un mot de présentation. Je m'appelle Nicolas Duvouche, je suis sociologue. J'ai le plaisir de fréquenter l'ensemble des personnes qui sont autour de la table, notamment au Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Et donc, je vais très brièvement vous dire qui va intervenir et dans quel ordre. Et puis, chacune et chacun aura 10 minutes pour vous présenter une approche de la question de la pauvreté et des remèdes pour la combattre. Et après quoi, la parole s'ouvrira avec la salle pour une discussion. Donc, nous aurons le plaisir d'entendre en premier Axelle Brodier-Dolino, qui est historienne, qui a beaucoup travaillé sur le monde associatif, sur les questions de lutte contre la pauvreté, qui a élargi au cours des années son intérêt et ses questionnements de recherche à des questions touchant de manière très générale les questions de solidarité dans notre société et au-delà. Et donc Axelle nous proposera quelques réflexions de cadrage, de panorama historique sur cette question de la pauvreté. Ensuite, nous entendrons Thomas Lelouch. Thomas Lelouch, qui est directeur des statistiques sur la grande pauvreté, sur le projet Grande Pauvreté au sein de l'INSEE. L'INSEE qui, comme vous le savez, est le vaisseau amiral de la statistique publique dans notre pays, l'organisme qui produit les études de référence, et en tout cas sur les questions de la pauvreté, sans aucune discussion. Ensuite, nous aurons l'occasion et le plaisir d'entendre Fabrice Murtin, qui est économiste à l'OCDE, donc l'Organisation pour la coopération et le développement économique, qui est non plus au niveau de la France, mais au niveau des pays, on va dire, développés de l'hémisphère nord, avec quelques périphéries, l'organisme qui produit des données qui permettent à nos gouvernants d'avoir une vision comparée de l'état de nos sociétés sur tout un ensemble de domaines, bien au-delà de l'économie, l'éducation, les systèmes de santé, par exemple. Ensuite, nous aurons Antoine Dulin. Antoine Dulin, qui s'est beaucoup intéressé et a beaucoup œuvré pour, on va dire, faire avancer, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, la cause notamment des jeunes et la prise de conscience sur l'exposition des jeunes à la pauvreté dans notre société. Antoine, parmi ses nombreuses activités et casquettes, est vice-président du Conseil d'orientation des politiques de la jeunesse, et il a remis plusieurs rapports sur ces questions, et notamment sur les questions d'insertion, mais aussi de soutien plus général à la jeunesse dans notre pays. Et enfin, Marie-Alette Grard, qui est la présidente du mouvement ATD Quart-Monde, un mouvement très influent. Elle nous expliquera sur quelle cause, sur quel combat ce mouvement agit pour faire entendre et reconnaître la voix des plus pauvres dans notre société et ses institutions. Voilà, j'ai déjà beaucoup trop parlé, et donc je cède la place sans attendre à Axelle Brodier-Dolino. Merci beaucoup, Axelle. La parole est à toi. Merci Monsieur le Président. Donc ce que je voudrais vous proposer, c'est juste un très rapide cadrage historique de la question, en essayant d'évoquer conjointement à la fois comment la pauvreté elle a été définie et perçue au fil de l'histoire, c'est-à-dire le regard qu'on a porté sur elle, quelles ont été ces grandes évolutions sociologiques et comment aussi on l'a traitée publiquement, mais aussi par les œuvres privées, son traitement public et privé. Et du coup, je vais vous
proposer une petite focale rapide sur 3 grands temps chronologiques qui sont très inégaux historiquement, mais qui sont utiles ici pour comprendre les grandes évolutions. D'abord, ce qui s'est passé jusqu'à la fin du 19e siècle. Ensuite, ce qui s'est passé de la fin du 19e à la crise économique des années 70 et comment on l'appréhende depuis les années 70, et ça fera la transition avec l'actualité. Alors d'abord, il faut quand même se rappeler que la pauvreté, elle a une très longue histoire qui nous empreint encore aujourd'hui. Le regard qu'on porte sur les pauvres, il est empreint par des siècles qui sont culturels, politiques, religieux, etc. Et le traitement de la pauvreté, il a toujours oscillé entre la dureté et la compassion. Et initialement, c'est la compassion qui primait parce que le pauvre, c'est l'image du Christ sur terre, et il avait une fonction sociale, c'était de permettre le salut des chrétiens par l'aumône et de garantir la stabilité de l'ordre social, puisque selon la Bible, au ciel, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers, donc comme ça, chacun conservait sa place. Donc c'était un ordre social assez stable et plutôt de la compassion. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que ça se retourne? Vous voyez qu'aujourd'hui, ça s'est un petit peu durci. Ça s'est durci très très tôt. Ça s'est durci dès le XIVe siècle. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre aujourd'hui parce que ça fait un demi-millénaire que notre regard sur les pauvres s'est durci, et encore est-il aujourd'hui beaucoup plus doux qu'il l'a été. Pourquoi? Parce qu'au XIVe siècle, donc c'est des années 1350, on entre dans une période de très forte croissance démographique. Donc il y a une pression sur les terres et donc les pauvres doivent migrer pour aller chercher du travail ailleurs. Et alors c'est très rapide ce que je vous fais, c'est très synthétique, mais et se conjugue aussi la grande peste noire dont vous avez beaucoup entendu parler pendant la Covid, celle de 1349, où 50% de la population de l'Europe meurt, et qui fait que ça devient évidemment très embêtant si les gens migrent en contexte de peste, puisque non seulement ils véhiculent des microbes, mais en plus, ils font monter les salaires et donc ça déséquilibre le marché. Et là, les pouvoirs publics dans toute l'Europe vont considérablement durcir les politiques publiques, vont faire une chasse à la migration des pauvres et prendre des édits extrêmement durs. C'est la torture, là, on vous coupe les oreilles, on vous marque au fer rouge, on vous condamne aux galères, à la pendaison, etc. Donc ce qu'on a aujourd'hui, c'est même assez soft par rapport à ce qui pouvait exister avant. Et en fait, il faut quand même départager les bons et enfin les pauvres qui vont être punis et ceux qui vont être assistés. Et en fait, là c'est vraiment très important, j'y insiste. La ligne de clivage, elle se fonde sur un double critère. D'une part, la localité. Est-ce que vous êtes d'ici ? Auquel cas, votre domicile du secours est dans le village, dans la localité, vous avez droit à l'assistance. Et sinon, vous êtes renvoyé d'où vous venez pour avoir votre domicile de secours. Et vous imaginez bien que les frontières se sont déplacées au fur et à mesure, la paroisse, la nation, voire le continent aujourd'hui. Et d'autre part, est-ce que vous êtes capable de travailler ou non, valide ou non? Si vous êtes capable de travailler, vous devez vous mettre au travail. Et si vous êtes un invalide, une personne âgée, infirme, etc., vous avez droit à l'assistance. Et donc, pendant un demi-millénaire, c'est ce double clivage qui a forgé nos politiques et qui continue à nous empreindre aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça change à nouveau? Et là, c'est le deuxième petit temps. À partir de la fin du 19e siècle, arrive la Troisième République. Et la Troisième République, le début de la Troisième République, c'est un tournant pour même plusieurs grandes raisons. D'abord, sociologiquement, on passe d'une misère rurale à une misère urbaine, l'industrialisation, l'urbanisation. Deuxièmement, on prend quand même conscience du caractère assez délétère de la pauvreté pour la société tout entière, politiquement, économiquement, sanitairement, pour l'armée aussi. Quand vous avez une population en mauvaise santé, c'est pas top pour faire la guerre contre l'Allemagne. Troisième raison, la Grande Dépression des années 1870-1890, qui fait qu'avec ce chômage de masse, on réalise qu'en fait le chômage n'est plus du tout choisi. C'est l'image du chômeur paresseux qui ne voudrait pas travailler. Elle tombe complètement et on se rend compte que le chômage est subi et donc il faut faire quelque chose et ça change le regard sur le chômeur. Et enfin, parce qu'on se rend compte, les juristes, les médecins, etc., que la répression ne règle rien, elle ne traite pas les causes et donc on va passer à une approche plus empathique et plus assistentielle. Et c'est premier volet de minima sociaux en France, la mise en place des premières grandes lois d'assistance que je ne détaille pas, mais c'est aussi l'assistance et l'assurance. L'assistance pour faire un filet de sécurité pour ceux qui sont dans la misère et l'assurance pour empêcher les travailleurs de tomber dans cette misère. Et tout le XXe siècle, ça va être une période de grande réduction de la pauvreté des actifs,
la nuance est de taille, par accès au travail, c'est une période de prospérité, voire de plein emploi, par protection sociale, assistentielle et assurantielle, et parce que c'est une période de hausse des salaires, c'est le Fordisme, et du coup les prolétaires sortent petit à petit de la pauvreté. Et donc les actifs sortent de la pauvreté au XXe siècle. En revanche, les inactifs sont encore extrêmement touchés par la pauvreté, parce que pour les personnes âgées, il n'y a pas encore de retraite à taux plein, les minima sociaux sont extrêmement faibles, et parce que les grandes lois sur le handicap, c'est uniquement dans les années 1970. Et tout ça, ça va avoir des incidences sur la façon de comprendre et de mesurer la pauvreté. Quand apparaît l'assistance à la fin du XIXe siècle, on commence à poser que le pauvre, c'est celui qui est assisté. C'est la conception du sociologue Georg Simmel, cette espèce d'adéquation qui a l'avantage de mettre l'accent sur le fait qu'être pauvre, c'est aussi être tributaire de l'assistance, devoir quémander de l'aide, et donc ça a un aspect assez humiliant. Mais c'est aussi la période où on essaye de forger des seuils, d'avoir une définition un peu solide de la pauvreté, et du coup, on va avoir une approche absolue, la pauvreté mesurée en termes absolus, et principalement selon les besoins nutritionnels. Au début du XXe siècle, est pauvre celui qui n'a pas de quoi se nourrir suffisamment et se loger, donc avoir accès aux besoins essentiels. Et c'est comme ça qu'aux États-Unis et en Angleterre, on a très longtemps cette approche de pauvreté absolue qui est encore celle de la Banque mondiale aujourd'hui pour mesurer la pauvreté dans le monde. En revanche, si vous avez suivi ce parcours du XXe siècle, au fur et à mesure que les gens sortent de la pauvreté, quand la France, elle, va se poser la question véritablement des seuils, en fait, la pauvreté absolue en France est devenue très résiduelle, et donc on va plutôt avoir une approche en termes de pauvreté relative, puisque l'objectif est de mesurer la quantité de population qui n'a pas accès à un niveau de vie qu'on pourrait considérer comme décent, et qui va être fixé à 50% du revenu moyen, puis 50% du revenu médian, puis aujourd'hui 60% du revenu médian, qui est le seuil conventionnel en France et en Europe. Et enfin, du coup, j'en arrive au troisième temps, rapidement. Qu'est-ce qui s'est encore passé pour que ça change depuis les années 70 ? C'est une conjonction de facteurs, dont le premier est la crise économique des années 70, ces chocs pétroliers, cette nouvelle dépression qui va être extrêmement durable, mais c'est aussi la globalisation économique et financière, avec la concurrence des pays à bas coût, en particulier d'Asie, donc il va falloir rogner sur les coûts de main-d'œuvre. C'est la désindustrialisation massive dans les pays d'Occident et en particulier en France, et du coup ça provoque d'une part une envolée du chômage de masse, on le voit très clairement à partir du milieu des années 70 en France, et qui va rester durable. En France, depuis 40 ans, on est entre 7 et 10% de chômage, on n'arrive pas à descendre en dessous, et d'autre part parce que les entreprises cherchent à s'adapter au plus près et donc à flexibiliser la main-d'œuvre, c'est la précarisation de l'emploi qui est elle aussi extrêmement paupérisante, les CDD, les contrats aidés, les intérims, les temps partiels, etc. Et donc c'est la fin de la société salariale fordiste. Et d'ailleurs, ces facteurs qui provoquent un creusement de la des inégalités par le bas sont aussi ceux qui provoquent du même moment un creusement des inégalités par le haut, puisqu'on laisse avec le néolibéralisme s'envoler les rémunérations, il y a une baisse des taxations, et du coup c'est aussi l'envolée que vous connaissez sans doute du nombre de milliardaires dans le monde. Il y en avait 140 dans le monde en 1987, il y en a 2700 aujourd'hui, vous voyez l'envolée. Et dans ce contexte, on a une transformation radicale des visages de la pauvreté, qui ne sont plus, alors je vous ai dit que la pauvreté des actifs avait disparu, elle revient avec la crise économique, ça, puisqu'il y a le chômage et la précarité de l'emploi, ça touche les actifs, alors qu'à contrario, les inactifs, eux, ont été sortis de la pauvreté par les lois sur la vieillesse, les retraites et les lois sur le handicap. Les visages de la pauvreté aujourd'hui, c'est quoi ? Les familles monoparentales, c'est extrêmement paupérisant, et ça va de pair avec le délitement des liens sociaux, la montée des divorces. C'est les jeunes, c'est les personnes à faible qualification, les chômeurs, les travailleurs pauvres, les seniors qui sont mis à la retraite prématurément, les personnes issues de l'immigration, etc. Et un dernier petit mot pour vous dire finalement comment on a réglé cette question. Il n'y a pas une façon de régler la pauvreté, et quand vous regardez historiquement, vous voyez la pluralité des réponses possibles,
Et quand vous regardez synchroniquement, vous voyez que d'un pays à l'autre, il peut aussi y avoir une pluralité de modèles. Schématiquement, en France, dans les années 80, c'est la submersion par la misère et c'est des réponses d'urgence. C'est du palliatif, c'est de l'alimentaire, c'est des centres d'hébergement d'urgence, etc. Et les pouvoirs publics, petit à petit, vont essayer de trouver des réponses plus curatives qui vont être un espèce, ce qu'on pourrait appeler une sorte de modèle français qui est fondé sur des grands droits. Le RMI en 88, qui est devenu le RSA en 2009, c'est un droit au revenu minimum. En 1990, la loi Besson, c'est un droit au logement. En 99, la CMU, c'est un droit aux soins de santé, etc. Ça, c'est le modèle français qui, du coup, fait passer des années 80 très palliatives aux années 90 plus curatives, même si, en fait, le modèle palliatif continue de croître. Vous avez vu pendant la Covid l'ampleur des aides alimentaires. Mais d'autres pays, par exemple le Royaume-Uni et les États-Unis, ont choisi des voies beaucoup plus dures, des voies de durcissement. C'est le workfare, les politiques d'incitation et de contractualisation. Il y a des modèles scandinaves qui sont plutôt des modèles d'activation par l'emploi, mais de façon plus empathique et de sécurisation des allocations. Et la France, vous voyez bien qu'en fait, elle est séduite, elle garde son modèle depuis les années 2000, mais elle est séduite à la fois par le durcissement, c'est tout le discours sur la fraude aux aides sociales, la thématique des assistés, de l'assistanat, etc. Et elle est séduite aussi par ce modèle nordique d'activation. Dans tous les cas, ce qui importe, et c'est mon dernier mot, c'est de ne pas se tromper de cible dans les politiques publiques. Lutter contre les pauvres ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est lutter contre la pauvreté, les causes de la pauvreté. Et ça, les causes, on les connaît bien et je pense qu'elles vont être aussi un petit peu développées. C'est des questions d'égalité des chances. C'est des questions d'accès à la formation dès le début et tout au long de la vie pour les femmes, pour les jeunes, d'accès à l'emploi des femmes, de création massive d'emplois. On le sait peu, mais ces dernières années en France, on a grosso modo une centaine de milliers de demandeurs d'emploi à un temps T, d'emplois disponibles pour des millions de demandeurs d'emploi. Vous voyez que le ratio, il est très défavorable et donc le chômage s'explique tout simplement par ça. Et enfin, c'est une question de regard social qu'il faudrait changer et du coup, ça fait la transition avec mes collègues. Mais merci beaucoup Axel, je crois qu'on peut te remercier pour ce tour de force d'avoir résumé en moins de 10 minutes un demi-millénaire d'histoire de l'humanité en atterrissant sur en plus une vision politique globale et précise de ce qu'il faut faire. Donc je propose qu'on rentre tous chez nous. Non, plus sérieusement, tu as parfaitement dit et exprimé, je crois qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est que la pauvreté ne concerne pas qu'une catégorie de la population, quels que soient les contours qu'on lui donne, ça concerne tout le monde, toute la société, parce que c'est quelque chose, c'est une réalité qui implique des déterminants économiques, mais aussi institutionnels, qui relèvent de l'organisation de la sphère privée et qui implique des éléments symboliques de regard sur les personnes, de considération, de respect, d'estime, de compassion, ou au contraire, pour le dire simplement, de fer rouge. Donc, il y a vraiment une dimension générale du phénomène qui nous concerne toutes et tous, c'est une relation sociale. Et je me tourne maintenant vers Thomas Lelouch, parce que parler de relations sociales, c'est évidemment quelque chose qui va avoir un effet, si vous voulez, de détermination de la manière dont on va chercher à mesurer le phénomène. Parce que, évidemment, cette relation sociale, ce rapport social à l'intérieur de la société qui exprime ces divisions, il va, selon les périodes, selon les contextes, eh bien, se traduire par des mesures qui sont différentes. Et en France, en Europe, Axel l'a dit, on a une mesure principale de la pauvreté et tout un ensemble d'autres instruments d'observation. Et donc, il nous fallait l'INSEE et son représentant sur les questions de grande pauvreté, Thomas Lelouch, pour évoquer le travail extrêmement rigoureux qui est fait dans cette institution sur cette question. Donc, Thomas, la parole est à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas, pour la présentation. Bonjour à toutes et à tous. Donc, en effet, je vais vous présenter la focale statistique publique sur les sujets de pauvreté. Alors, c'est sûr que la statistique publique, elle va se placer très, très en amont de la lutte contre la pauvreté, en fournissant une des clés de compréhension du phénomène, qui est celle de la mesure. Donc, on vient d'en parler. Donc, évidemment, la mesure, c'est quelque chose d'assez conceptuel, c'est difficilement tangible
par les personnes qui vivent les situations de pauvreté. On est loin des solutions pratiques, comme je disais, on est en amont, mais ça reste quand même une brique essentielle pour éclairer le phénomène, pour aider à l'élaboration de politiques publiques pertinentes, bref, pour aider à une lutte qui soit la plus efficace possible. Donc, quand on parle de mesures ici, on parle de mesures au sens large. Donc, Axel a parlé effectivement des différentes évolutions dans les concepts, donc pauvreté absolue, puis pauvreté relative. Je vais y revenir tout de suite. Mais il y a d'autres éléments sur la mesure que les questions d'indicateurs. En effet, quand on parle de mesures au sens large, c'est en fait une manière de répondre à plusieurs questions en même temps. La première question, c'est en fait la première étape, c'est de savoir de quoi on parle, donc qui est celle de la définition des concepts et directement après de comment on peut le traduire en termes d'indicateurs. Donc à l'INSEE, on a deux approches principales pour mesurer la pauvreté, avec l'approche, disons, la plus connue, qui est la pauvreté monétaire, avec le taux de pauvreté monétaire. Donc c'est une vision relative de la pauvreté, c'est-à-dire qu'on évalue le nombre d'individus dont le niveau de vie se situe en dessous d'un certain seuil. Donc on a dit 60% du niveau de vie médian des personnes qui résident en France, donc environ 1 100 € par mois en 2020. Donc on se base sur des sources d'enquête et des sources de données administratives et fiscales pour mesurer cet indicateur. Alors cet indicateur, il a beaucoup d'avantages, il est simple, il est compréhensible par tout le monde, moins de 1 100 € par mois, plus de 1 100 € par mois. Et il est comparable en termes de comparaison internationale, puisque c'est un indicateur qui est assez largement partagé par de nombreux pays. Mais d'un autre côté, il faut être au clair sur ce que ça dit et ce que ça ne dit pas. Ce que ça dit, c'est combien de personnes sont en dessous avec un niveau de vie en dessous de 1 100 € par mois, mais ça dit, en plus de ça, ça dit rien sur les conditions de vie des personnes. Et ça dit rien, ça dit rien, entre guillemets, en tout cas, ça dit pas énormément sur ce qu'on peut appeler l'intensité de la pauvreté. C'est-à-dire que on pourrait avoir deux situations avec le même pauvreté et avec des conditions de vie des personnes sous le seuil de pauvreté qui sont très très différentes. Donc pour ça, on a besoin d'autres indicateurs. Donc il y a par exemple des indicateurs sur l'intensité de la pauvreté qui permet justement d'évaluer le niveau de vie des personnes pauvres relativement au seuil de pauvreté. Tout ça pour dire que c'est important d'avoir une vision globale et d'avoir une batterie d'indicateurs à disposition pour bien comprendre le phénomène. La deuxième approche principale que l'INSEE utilise pour mesurer la pauvreté, c'est ce qu'on appelle la pauvreté en conditions de vie. Et là, justement, on va se placer un peu plus près de la vie quotidienne des gens en définissant différentes privations matérielles et sociales qui sont vécues par les individus dans leur quotidien. Alors, au niveau européen, on a défini de manière harmonisée 13 privations matérielles et sociales. Donc, c'est des choses très concrètes, hein, ne pas pouvoir chauffer correctement son appartement, ne pas pouvoir s'acheter des vêtements neufs, ne pas pouvoir manger suffisamment de protéines dans la semaine, ne pas pouvoir se payer une semaine de vacances. Bref, je ne vais pas vous les faire toutes, mais en gros, il y a 13 privations matérielles et sociales et on définit un seuil qui est 7 privations, c'est-à-dire que quelqu'un est considéré comme pauvre en conditions de vie s'il cumule 7 ou plus de privations matérielles et sociales parmi ces 13 privations. Pour ça, on se base sur des données d'enquête et notamment l'enquête statistique et ressources sur les conditions de vie de l'INSEE qui est faite de manière annuelle et qui est harmonisée au niveau européen. Et on voit que si on veut mesurer au plus près la pauvreté, assez rapidement, il va falloir poser la question aux gens. Et on va avoir besoin d'outils qui ne sont pas juste une analyse des revenus, mais des outils qui sont en fait des enquêtes auprès des ménages avec des questions qui doivent être choisies de manière pertinente et qui après sont exploitées pour en tirer un maximum d'informations. Et donc, ça, c'est les deux principaux indicateurs et les deux principales définitions qu'on a à l'INSEE pour mesurer la pauvreté. Alors, il y a beaucoup d'avantages, comme j'en ai parlé. Il y a évidemment des limites. Hein, comme tout indicateur, c'est imparfait, c'est partiel pour décrire la complexité du phénomène de pauvreté, qui a beaucoup de dimensions, donc qui est multidimensionnel. Et il y a d'autres tentatives
pour essayer de mieux définir et de mieux mesurer la pauvreté, mais à ce stade, c'est encore à titre exploratoire. Alors, une fois qu'on a répondu à la question du quoi, c'est-à-dire qu'est-ce que la pauvreté, directement après, on a le combien de personnes, on utilise des indicateurs pour savoir combien de personnes pauvres en France. Donc, en dessous du seuil de pauvreté, il y a environ 9 millions de personnes. Sur la pauvreté en conditions de vie, c'est un peu différent. D'ailleurs, les deux populations ne se recoupent pas exactement. Il y a une étude de l'INSEE qui est sortie il y a quelques années qui montre qu'il y a une personne sur 5 qui est soit pauvre au sens monétaire, soit pauvre en conditions de vie. Donc ça touche quand même environ 20% des personnes qui résident en France. Donc évidemment, c'est un phénomène qui est d'ampleur et qui est très important dans la population. Alors, on a essayé d'aller plus loin à l'INSEE en combinant les deux indicateurs pour tenter de définir ce qu'on pourrait appeler la grande pauvreté, c'est-à-dire les personnes qui sont les plus pauvres des pauvres. Et donc, pour faire ça, en fait, il faut aller au-delà de ce que disent les indicateurs qui sont à la source de ce que disent les enquêtes qui sont à la source de ces deux indicateurs. Donc, pour expliquer un peu plus clairement, nous, à l'INSEE, quand on fait des enquêtes ménages, la plupart de nos enquêtes ménages, c'est des enquêtes qu'on appelle en population générale, c'est-à-dire qu'on prend un échantillon de personnes représentatifs au sein des personnes qui vivent en logement ordinaire. Or, si on veut regarder au plus près ce qu'est la pauvreté, on se rend compte que justement, parmi les plus pauvres des pauvres, il y a des personnes qui, en fait, ne sont pas en logement ordinaire, qui n'ont pas de logement, qui sont sans domicile, donc soit en situation d'hébergement, soit carrément sans abri, donc en situation de rue, qui dorment à la rue. Et donc ces personnes, ils sont hors des radars des statistiques traditionnelles qu'on va publier de manière générale à l'INSEE. Et donc pour ça, c'est important d'aller au-delà justement des indicateurs traditionnels et de faire des enquêtes spécifiques ciblées sur certaines catégories des populations qui sont justement hors des radars. Et pour ça, à l'INSEE, on a fait dans le passé, par exemple, 2 éditions de l'enquête auprès des personnes sans domicile. L'année dernière, on a fait une enquête sur le champ de l'aide alimentaire, c'est-à-dire directement auprès des personnes qui vont dans les lieux de distribution d'aide alimentaire. Et ça, ce sont des enquêtes complémentaires des enquêtes classiques de l'INSEE, ou plutôt traditionnelles, mais qui permettent en fait de donner un panorama global de la situation des personnes. Et en fait, concrètement, vu que les personnes n'ont pas de logement, on ne peut pas tirer un échantillon représentatif au sein des logements. Donc, il faut aller directement dans les lieux que les personnes fréquentent. Et assez naturellement, on se tourne vers les associations. Donc, on va aller, par exemple, pour l'enquête sans domicile, dans les services d'hébergement, on va aller dans les services de distribution de repas pour essayer pour aller interroger directement les personnes sur ces lieux et essayer de décrire mieux leurs conditions de vie, leur profil. Et avec ça, on répond à la question du qui en choisissant du coup un échantillon d'associations, donc de structures qui sont suffisamment représentatives de l'aide sociale qui existe en France. Et au sein de chaque structure, en choisissant un échantillon de personnes, on va pouvoir faire remonter, produire de la donnée pour faire remonter au niveau quantitatif des catégories de profils de personnes qui sont les plus pauvres dans notre pays aujourd'hui. Et alors, on peut aller même au-delà de juste évaluer les profils, parce que si on veut vraiment regarder au plus près ce qui se passe, le phénomène de pauvreté, il faut regarder ce qui se passe dans la durée, il faut comprendre la notion de parcours et de trajectoire, éventuellement les phénomènes de rupture qui ont entraîné un basculement vers la pauvreté. Et donc ça suppose dans les questionnaires de faire des questionnaires qui sont suffisamment longs, riches, et d'aller du coup poser des questions sur vraiment le passé des personnes et les différentes trajectoires à la fois familiales, résidentielles, d'emploi qui ont conduit à la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui. Et donc c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui à l'INSEE dans le cadre de ces enquêtes spécifiques. Donc, voilà. Merci beaucoup Thomas. Et je crois qu'en t'écoutant,
on a conscience aussi, on prend conscience de la démarche, du type de démarche qui est menée dans la statistique publique et qui consiste à passer d'une vision, on peut le dire comme ça, très agrégée au niveau de l'ensemble de la société avec une mesure relative qui donne un ordre de grandeur finalement de la partie de la population qui est dans une forme ou dans une autre de difficulté. Et puis on se rapproche d'abord des conditions de vie, donc de la réalité matérielle de l'existence avec cet indicateur de privation matérielle et sociale. Et puis ce qui est très intéressant, et là qui nous rapproche de la thématique, la pauvreté au plus près, c'est de tout ce travail de réflexion aussi sur les limites des indicateurs, sur ce qu'ils ne permettent pas de saisir et la manière dont d'autres démarches, d'autres enquêtes permettent de lever, peut-être en partie seulement, mais en partie quand même, les limites des indicateurs qui résonnent sur le champ des ménages qui sont en logement ordinaire. Donc c'est vraiment un travail très minutieux de concrétisation et de rapprochement avec les situations réelles d'une statistique publique qui, par construction, se doit de produire des informations qui sont fiables et qui sont des repères pour tout un chacun. Merci beaucoup. Et donc, on a en fait ce type d'exercice est fait à d'autres échelles. Et donc, je vais passer la parole à Fabrice Murtin. D'autres échelles, ça veut dire que l'Organisation pour la coopération et le développement économique pour laquelle tu travailles est une organisation internationale qui regroupe un certain nombre de pays, alors globalement des pays de l'hémisphère nord. Mais au sein de cette organisation, il y a des travaux qui vont chercher à saisir ce qu'on pourrait appeler des variations territoriales, des différenciations, parce qu'évidemment, la pauvreté dans une grande métropole, dans un territoire rural, dans une zone périurbaine, ça n'est pas la même chose, et y compris les niveaux de vie qu'a évoqué Thomas, 1 100 € par mois pour une personne seule, ce n'est pas la même chose dans ces différents espaces. Donc, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots sur ces variations territoriales que vous étudiez? Merci beaucoup. Merci Nicolas. Bonjour à toutes et à tous. Je vais m'attacher à dresser le portrait géographique de la pauvreté multidimensionnelle en France. Comme vous le savez peut-être, l'OCDE a adopté une définition du bien-être multidimensionnel en fournissant des batteries d'indicateurs qui décrivent les aspects matériels et non matériels des conditions de vie. On a retenu 11 dimensions fondamentales au bien-être, à savoir le revenu, l'emploi et la qualité de l'emploi, l'hébergement, la santé, l'éducation, l'environnement, le bien-être subjectif, la sécurité, les loisirs, les connexions sociales et l'engagement civique. Ces données sont disponibles pour tous les pays au niveau national, au niveau régional, mais il y a très peu de pays pour lesquels ces données sont disponibles au niveau infrarégional. Et c'est tout l'objet de cette étude, de réunir ces données pour les villes françaises. L'intérêt politique étant évidemment d'essayer d'identifier les villes où la pauvreté multidimensionnelle est concentrée, afin de donner cette information au pouvoir public en vue d'une éventuelle intervention en termes d'aménagement du territoire ou de lutte contre la pauvreté de façon plus globale. Alors, les dimensions qu'on a réussi à recueillir et documenter pour la France au nombre de 7, l'engagement civique, à savoir le taux de participation au premier tour de l'élection présidentielle en 2017, l'éducation mesurée comme la part de la population des villes disposant d'un diplôme du secondaire, la pollution de l'air aux fines particules, la santé, l'espérance de vie calculée au niveau des villes par des techniques d'estimation dites de petite surface. L'hébergement est mesuré par le nombre de pièces par personne, le revenu médian par unité de consommation dans les villes et le taux de chômage comme indicateur pour l'emploi. Ces indicateurs sont tous normalisés entre 0 et 1 et agrégés pour créer un indicateur composite qui figure ici à la dernière ligne de cette table, qui montre les corrélations avec les différentes composantes de cet indicateur composite. De façon intéressante,
on trouve que la corrélation entre l'indicateur composite de bien-être et le revenu est de 0,56. C'est significatif, mais ce n'est pas exorbitant, ce qui montre bien que l'approche multidimensionnelle permet d'aller au-delà de l'aspect monétaire. Voici la carte du revenu médian dans les 34 000 communes françaises. Plus c'est sombre, plus les villes sont riches. On identifie immédiatement l'arc, enfin le bassin parisien comme l'aire fonctionnelle urbaine parisienne comme étant plus riche que la moyenne. Aussi la frontière avec l'Allemagne, la Suisse, l'arc rhodanien, PACA, et plusieurs clusters régionaux qui correspondent à des villes prospères comme Bordeaux, Toulouse et d'autres dans l'ouest de la France. La carte de l'éducation donne peu ou prou la même information. Avec les données d'espérance de vie, décidément, qui combinent des données départementales et des variations intradépartementales, on observe une sorte de croissant de faible espérance de vie qui part de la Bretagne, passe par le nord et englobe le centre de la France. La différence est de 4 années d'espérance de vie, c'est beaucoup, ça représente 16 ans de progrès médical, puisqu'on gagne 1 an d'espérance de vie tous les 4 ans en moyenne. Les zones à forte espérance de vie sont l'ouest parisien, Toulouse, Lyon et la frontière avec la Suisse. La faible espérance de vie dans le nord de la France s'explique, la plus faible espérance de vie s'explique en partie par la forte pollution de l'air aux particules fines qui est enregistrée. Pollution qui est aussi observée dans l'arc rhodanien, dans les Alpes et sur l'arc méditerranéen. Je vais passer la participation électorale. La carte du chômage en France est assez disparate, assez éclatée. On voit néanmoins des clusters régionaux assez importants en Occitanie et dans le nord-est de la France où le taux de chômage est très important. Le nombre de pièces par personne, je saute pour être plus concis. Voici la carte du bien-être moyen qui donc englobe ces 7 dimensions. Alors, évidemment, comme on a additionné des dimensions qui parfois sont négativement corrélées entre elles, par exemple le revenu et le nombre de pièces disponibles par personne, on obtient moins de contraste entre les régions quand on regarde les conditions de vie globales. Néanmoins, on observe les mêmes caractéristiques déjà citées. Donc l'ouest parisien bénéficiant d'un bien-être plus élevé que la moyenne. Aussi certains clusters régionaux qui correspondent à des villes importantes et prospères, comme Bordeaux, Toulouse et plusieurs villes dans l'ouest de la France. Lyon en fait partie également. La carte de la pauvreté multidimensionnelle est la suivante. On définit la pauvreté multidimensionnelle comme on compte en fait le nombre de dimensions du bien-être pour lesquelles les villes se situent dans les 20% inférieurs de leur distribution, et on compte le nombre de dimensions dans lesquelles ces villes sont pauvres. On voit que donc plus la couleur est sombre, plus les villes, les communes sont pauvres dans un grand nombre de dimensions. On voit que la pauvreté multidimensionnelle est très importante dans le nord de la France. Elle se diffuse aussi dans le centre de la France, dans le centre de la Bretagne. Ce sont soit des zones rurales, soit des anciens
bassins industriels désaffectés. Et on note également en périphérie des grandes villes de forts taux de pauvreté multidimensionnels. Ce travail devient vraiment très intéressant lorsque on zoome sur des zones géographiques particulières pour faire apparaître les clusters de pauvreté au niveau local. On trouve ainsi que les quartiers nord de Marseille, la Seine-Saint-Denis au nord de Paris, ainsi que certaines villes en Seine-et-Marne, concentrent beaucoup de pauvreté multidimensionnelle. De même, dans le nord de la France, on observe un véritable arc de pauvreté multidimensionnelle allant de Calais à Valenciennes en passant par Douai et Lens. Pour résumer, il y a un certain nombre de départements clés où la pauvreté multidimensionnelle est concentrée. Ce sont les départements de Seine-Saint-Denis, les départements des Hauts-de-France, le Nord, le Pas-de-Calais, l'Oise, et les DOM-TOM, la Réunion, la Guyane, la Martinique. La conclusion de cette étude, c'est finalement une liste des 316 communes pauvres, multidimensionnellement parlant. Ces 316 municipalités concentrent 5 millions d'habitants, soit à peu près 8% de la population française. J'ai listé ici, pour votre curiosité, les plus grosses villes pauvres multidimensionnelles. On trouve les deux Saint-Denis en tête de ce tableau, Saint-Denis de la Réunion et Saint-Denis de Seine-Saint-Denis, puis Mulhouse, Saint-Paul de la Réunion, Tourcoing, Roubaix, Aubervilliers, Aulnay-sous-Bois, etc. Si l'on se concentre sur les 24 villes de plus de 50 000 habitants, cela fait déjà 1,8 million d'habitants. Voilà, ce papier sera bientôt publié sur le site de notre centre, le Centre du bien-être, de l'inclusion, de la soutenabilité et de l'égalité des chances. Merci. Merci beaucoup Fabrice. Je crois que ta présentation, parmi les nombreuses informations qu'elle comporte, et déjà vous voyez par rapport à la présentation de Thomas Lelouch, on est toujours dans de la mesure, mais avec une démarche qui est très différente, avec une palette d'indicateurs qui intègre l'éducation, les comportements électoraux, la santé. Je crois qu'un des enseignements majeurs de cette étude, c'est de nous apprendre ou de nous alerter sur le fait que la pauvreté, ça n'est pas seulement une réalité individuelle, c'est aussi une réalité collective qui marque le destin des habitants de certaines régions, de certaines villes, de certains quartiers à l'intérieur de ces villes, et qu'évidemment, il y a des différences très grandes selon le lieu de naissance, de résidence, d'habitation, qui peuvent évidemment conduire à une forme d'assignation à un destin, qui peuvent conduire à des formes finalement de reproduction de la pauvreté. Et alors évidemment, ça serait un clivage totalement artificiel de dire qu'on vient d'entendre des chercheuses et des chercheurs et qu'on va maintenant parler à des acteurs et des actrices de la lutte contre la pauvreté, parce que les acteurs et les actrices réfléchissent et produisent de la connaissance, et que les chercheurs et les chercheuses et les observateurs agissent sur la société. Donc ce clivage, il est artificiel, mais néanmoins, je l'utilise à des fins pédagogiques. Et donc, je vais passer la parole à Antoine Dulin qui a, voilà, je crois qu'on peut le dire comme ça, consacré une grande énergie et un grand investissement à trouver des solutions à une des choses qu'Axel a dites, mais comme elle a dit beaucoup de choses, on l'a peut-être pas tous et toutes très bien entendu, c'est le fait que la pauvreté aujourd'hui, elle frappe entre autres catégories, elle frappe particulièrement la jeunesse et les enfants, les jeunes, et que ça, c'est évidemment une mutation historique très très importante par rapport à une société comme celle de l'après-Seconde Guerre mondiale, où la pauvreté frappait d'abord des catégories plus âgées de la population. Et donc, il s'est passé là quelque chose qui est évidemment très grave pour les personnes concernées, mais très grave aussi pour l'avenir de notre société, puisque les jeunes, c'est l'avenir de cette société. Donc, Antoine,
La parole est à toi. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Très heureux d'être là. Je fais comme Marie-Alette partie des locaux de l'Étape, puisque j'ai la chance d'habiter et de travailler à Lyon, puisque je travaille également à la métropole de Lyon, et voilà, qui permet de développer aussi des politiques publiques, et notamment sur cette question des jeunes. Donc effectivement, comme le disait Nicolas, mon regard va être un peu d'être acteur de terrain, d'où j'ai été, et j'espère l'être toujours, à la fois dans le monde associatif, au Conseil économique, social et environnemental, où j'ai pu faire un certain nombre d'avis sur cette question des politiques de jeunesse, notamment cette création qui a donné notamment la création d'un Conseil d'orientation des politiques de jeunesse qui permet d'avoir une instance auprès du Premier ministre pour poser réellement les difficultés qu'il y a dans notre pays à élaborer une politique publique de jeunesse. On va se regarder davantage sur la question des jeunes pauvres et des jeunes en situation de pauvreté ce matin, mais de fait, il y a quand même dans notre pays même un déséquilibre sur la question de comment on aborde la question de la jeunesse dans les politiques publiques. Et un rapport que j'avais remis au Premier ministre il y a quelques années montrait qu'il y avait 238 critères d'âge dans nos réglementations, nos lois, etc., pour définir des barrières d'âge, pour définir ce que c'était ou pas un passage donc qu'on connaît aujourd'hui, 16 ans le début de l'apprentissage, 17 ans le service militaire, 18 ans la majorité civile, 20 ans le fait de pouvoir pour les parents encore bénéficier des allocations familiales, 21 ans du complément familial, parfois 22 ans en outre-mer sur ces aides familiales, 24 ans qui est l'âge pour être le meilleur apprenti de France. On ne peut pas l'être avant, allez savoir pourquoi, et dans une même dynamique, la même chose pour être élu sénateur, etc. Bon, il y en a une batterie, mais on voit bien la difficulté d'appréhender les questions de jeunesse. Donc je dis souvent que la jeunesse est un angle mort des politiques publiques, et encore plus la question de la pauvreté. Alors comme Axel a déjà dit beaucoup sur la question de l'histoire, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais ce qu'on remarque, c'est qu'effectivement, la question de la jeunesse, après la Seconde Guerre mondiale, n'était pas une question, en tout cas, n'était pas une question de politique publique, puisque notre système de protection sociale était un peu basé sur 3 âges, enfance, avec la prise en charge par la famille et le développement dans les années 70 des allocations familiales pour aider les familles en précarité ou d'ailleurs tout le monde, puisque c'est un système universel d'appui aux familles à travers les allocations familiales. Le deuxième âge, dont on passait assez rapidement entre l'enfance et cet âge du travail, donc de l'activité, avec là toutes les protections qu'on connaît, l'assurance maladie, l'assurance chômage, et bien sûr le troisième âge qui a été la question des retraites, et qui permettait de sécuriser pour un grand nombre d'individus, notamment dans une dimension d'une société salariale, et de protéger les individus. Et comme on était dans une période de plein emploi, globalement, le passage de l'enfance, jeunesse à l'âge de l'emploi se faisait sans trop de difficultés et avec une protection assez forte de l'action publique. Tout ça s'est délité depuis les années 70, Axel l'a dit, précarisation du marché de l'emploi, augmentation du chômage de masse, et en même temps, de l'autre côté, une démocratisation très forte de l'enseignement supérieur qui a fait un certain nombre de jeunes ont poursuivi, et tant mieux, des études, se sont formés. Et donc là, la jeunesse est devenue une variable d'ajustement du marché du travail avec, en moment de crise, des effets cliquets sur le fait que, quand il y a contraction du marché du travail, c'est les premiers, ceux qui ne sont pas encore sur le marché du travail, qui trinquent et qui vont attendre le temps de l'insertion. À titre d'exemple, dans les années 70, on rentrait dans le marché du travail autour de 21 ans.
dans les années 90 autour de 22-23 ans. Aujourd'hui, dans les années 2020, on est plus autour de 27-28 ans de cette période de l'entrée du travail. Donc vous voyez bien cet allongement avec ces difficultés que connaissent aujourd'hui les jeunes, et j'en vois un grand nombre dans la salle, et que vous en connaissez, d'une période faite de rupture, de trajectoire qui, avec des allers-retours, d'une part dans le marché de l'emploi, avec des stages, de l'intérim, des CDD, et qui aujourd'hui, le CDD est devenu la norme de l'entrée dans le marché de l'emploi, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, il protège moins qu'un CDI, etc., et ne permet pas l'aspiration notamment, une sécurisation qui permet ensuite de se projeter dans des projets familiaux, de pouvoir faire des enfants, de se marier, etc. Et donc tout ça allonge cette période de la vie, et typiquement dans les années 70, l'âge du mariage et du premier enfant, en tout cas du premier enfant, était autour de 22-23 ans. Aujourd'hui, on est plus à un âge du premier enfant autour de 29-30 ans, et donc avec des reports, et y compris des difficultés dans toute cette période que je ne caractériserai donc pas à travers des bornes d'âge, mais bien plus comme une logique d'un parcours d'acquisition à l'autonomie, autonomie qui est à la fois citoyenne, etc., autonomie résidentielle, c'est-à-dire comment on permet aux jeunes de pouvoir accéder à un logement, mais aussi une autonomie financière, et lui donne les moyens de vivre. Donc ça, c'est la description de la dynamique de la jeunesse dans notre pays, et de fait, aujourd'hui, et les chiffres le montrent, c'est aujourd'hui plus d'un jeune sur 5 qui vit en dessous du seuil de pauvreté. C'est que cette situation, cet allongement et cette non-adaptabilité des politiques publiques à cet nouvel âge de la vie qu'est la jeunesse a créé des situations, et crée aujourd'hui des situations de pauvreté très importantes dans cette population, à l'intérieur d'une jeunesse qui est très diverse, hein, et donc c'est effectivement des jeunes qui vont se retrouver, soit des jeunes sans emploi, soit sortis du système scolaire, soit avec peu de qualifications, soit issus, et là avec un système de reproduction sociale très fort, de familles déjà en situation de pauvreté, et qui continuent dans cette période de la vie à être dans des situations voilà, de pauvreté. Donc une exclusion des jeunes de notre système de protection sociale qui va être le moment le plus flagrant où on va voir ça, c'est que dans les années 80, on a une augmentation du chômage de masse, des difficultés d'insertion professionnelle. Et qu'est-ce que vont faire le politique, le gouvernement? C'est qu'ils vont mettre en place des dispositifs, et c'est le premier moment avec le rapport Schwartz qui va créer les missions locales, avec des dispositifs d'insertion professionnelle dédiés aux jeunes, etc., au niveau local et tout. En 88, 89, 87, on a tout le débat sur la question du revenu minimum d'insertion, et les jeunes en sont exclus, puisque le revenu minimum d'insertion va être ouvert à partir de 25 ans. Et donc, on considère que la période avant les 25 ans repose soit sur des dispositifs d'insertion professionnelle portés par les missions locales, soit par la logique des solidarités privées, reposant sur la solidarité familiale, puisque notre modèle est basé sur un modèle de familialisation, c'est-à-dire c'est les parents qui vont continuer à aider les jeunes, les enfants, au sein de leur foyer pour leur permettre de grandir. Donc ça marche quand on est dans une situation de famille aisée, avec des capacités de pouvoir aider par la solidarité familiale la dynamique, mais ça ne marche plus quand on est dans des familles en situation de précarité, etc. Le gros système de nos politiques familialistes, c'est le fameux quotient familial, les demi-parts fiscales, c'est-à-dire des réductions d'impôts, enfin sur l'impôt sur le revenu, puisqu'on est à charge d'enfants. Charge d'enfants jusqu'à 20 ans quand ils sont pour tout le monde, et 25 ans, je crois, si je ne me trompe pas, je me perds dans les barrières, quand ils sont en études. Et donc avec cette possibilité d'avoir des réductions d'impôts. Mais on le voit bien, cette opportunité ne profite qu'à des familles qui payent l'impôt sur le revenu. Et donc,
on sait aujourd'hui dans notre pays qu'une partie de la population ne paye pas l'impôt sur le revenu, donc ne va pas bénéficier de cet appui de cette demi-part fiscale. Et donc on a un accroissement, une explosion de cette pauvreté de la jeunesse qu'on va voir très fortement au moment de la crise financière 2008-2010 et que vous allez tous constater et que la crise Covid a donné une opportunité malheureuse de visibiliser, puisque une des populations qui a été le plus touchée par la crise sanitaire a été les jeunes, que l'on a vu dans ces files de distribution alimentaire, dans cette situation très grave de précarité, certains restant dans leur logement ou devant quitter leur logement étudiant, n'ayant pas les moyens de subvenir au loyer et aux charges qui leur étaient conférées, donc avec des retours dans leur famille, d'autres arrêtant brusquement leurs études, etc. Et un phénomène assez important de précarisation, en tout cas de visibilisation d'une situation qui existait avant et qui malheureusement existe toujours aujourd'hui, puisque on a accepté dans notre pays, et ce qui n'était pas le cas avant, que dans nos campus, dans nos campus, dans nos villes, et y compris à la Maison des étudiants de Lyon, il y ait chaque semaine des distributions alimentaires pour des étudiants. Voilà. Et là, on parle des étudiants, donc des gens qui ont fait le choix d'être en formation, etc., donc qui ont pu avoir le capital culturel, social, etc., pour pouvoir accéder aux études. Et là même, on est être obligé d'être dans des distributions alimentaires. Et il y a aussi une jeunesse qui est plus invisibilisée, qui sont les jeunes ni en emploi ni en formation, qu'on appelle, selon, avec les principes d'un travail qui a été fait par l'OCDE, notamment les jeunes NEETs, les jeunes ni en emploi ni en formation, NEETS, qui rend visible cette population de jeunes qui sont sortis du système scolaire assez tôt, parfois à 14 ans, à 15 ans, qui ont été dans des situations de décrochage scolaire et qui se retrouvent dans des difficultés d'accès à l'emploi. Alors, après ce tableau un peu sombre de la situation de la jeunesse, qu'est-ce que fait aujourd'hui l'action publique et la difficulté de pouvoir trouver des réponses, puisque nous avons dans notre pays un débat dont on n'arrive pas à se défaire sur la question de se dire, mais si on commence à ouvrir le revenu minimum aux jeunes avant 25 ans et donc à partir de 18 ans, on va rentrer dans une logique d'assistanat de ces jeunes et être dans une ouverture de se dire, ces jeunes en situation de pauvreté, la seule opportunité que leur offre l'État, c'est de pouvoir bénéficier du revenu minimum. Alors, sachez qu'on est l'un des derniers pays de l'Union européenne à ne pas avoir un système de revenu minimum ouvert à partir de 18 ans. Les pays du Nord, dont on parlait tout à l'heure, ont un système d'allocation d'autonomie ouvert à partir de 18 ans qui permet à des jeunes à la fois étudiants et en formation, mais aussi à des jeunes en situation de pauvreté, de bénéficier d'un revenu minimum équivalent au revenu minimum des citoyens plus âgés. En France, on est dans cette ambiguïté de dire on ne va pas ouvrir le RSA avant 25 ans, et donc la magie, ou en tout cas la mobilisation des acteurs associatifs publics depuis un certain nombre d'années sur cette question, a essayé de mettre des brèches dans le système pour sortir de cette logique de familialisation et essayer de se concentrer sur l'intérêt du jeune et de pouvoir lui permettre à un moment donné à la fois de bénéficier d'un accompagnement vers l'emploi qui va lui permettre de s'en sortir et de créer de la richesse, mais aussi de pouvoir avoir en même temps que cet accompagnement une allocation qui lui permette de subvenir, de survivre le temps de cet accompagnement. Le premier effet, c'est la garantie jeune qui est mise en place dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté par François Hollande en 2013 et qui est une expérimentation sur quelques territoires et qui va devenir généralisée en 2017. La garantie jeune, c'est un dispositif, donc on n'est pas du tout dans une logique de droit comme le RSA, on est dans un dispositif d'une durée limitée d'1 an en disant le jeune va bénéficier pendant 1 an
même moins que le RSA, de 480 €, donc du RSA moins le forfait logement, comme on le dit à Bercy, et donc 480 € pour un an, avec un certain nombre de réussites, puisque un certain nombre de jeunes vont permettre de s'en sortir avec cet 1 an d'accompagnement intensif porté par les missions locales, mais un grand nombre aussi d'échecs, puisque 50% des jeunes qui sortaient de la garantie jeune se retrouveraient sans solution, et donc avec une rupture également là financière, puisque après 1 an d'accompagnement, si je n'ai pas accès à l'emploi durable, voilà. Et puis avec la crise Covid, etc. Deuxième dynamique, se passe la crise sanitaire, enfin il y a la crise sanitaire, et il y a une mobilisation assez forte, et notamment un retournement de la société sur le regard du RSA et de l'ouverture du RSA pour les jeunes, qui fait que une opinion publique change et dit mais il faut ouvrir le RSA pour les jeunes, ou en tout cas leur permettre de bénéficier d'un revenu minimum avant 25 ans. Et on a là une prise de conscience au niveau de l'État qu'il faut faire quelque chose pour les jeunes. Mais typiquement, pendant la crise, les premières mesures prises en compte par le gouvernement pour montrer comment c'est cet angle mort, ça a été d'aider les personnes au RSA. Et donc, et ils étaient tous un peu démunis pour pouvoir aider les jeunes en situation de pauvreté, parce que la logique, c'est qu'on avait effectivement la possibilité d'aider et de donner 100, 150 €, ce qui avait été des aides exceptionnelles aux personnes qui bénéficiaient du RSA. Mais pour le coup, comme les jeunes étaient exclus du RSA, on avait une incapacité de les toucher. Et donc, on a été sur des mesures à côté, c'est-à-dire le repas à 1 € pour le Crous, etc. Mais on n'a jamais réussi à activer. Alors on est passé par les APL, les aides au logement, qui est la seule aide directe donnée aux jeunes, mais qui est une aide qui n'est pas une aide de lutte contre la pauvreté à proprement parler, puisqu'elle est universelle et ouverte à tous. Et en plus, dans le sujet qui nous concerne, il faut quand même pouvoir accéder à un logement quand on est en situation de pauvreté, ce qui n'est, même si on a les APL, n'est pas si facile que ça. Bref, je le fais vite dans l'histoire. Une mobilisation encore très forte. Et là, à la suite de la garantie jeune, sort en avril dernier le contrat d'engagement jeune, qui est une modification de la garantie jeune, avec une volonté du gouvernement de dire, au lieu d'aller sur 1 an, on va sur 18 mois, donc on gagne 6 mois, et avec une volonté de s'adresser vers les jeunes en rupture, c'est-à-dire d'aller jeunes les plus éloignés, les plus invisibles, avec une dynamique d'accompagnement pour les associations. Tout ça se met en place. C'est très compliqué aujourd'hui d'évaluer le dispositif du contrat d'engagement jeune. Oui, il y a des résultats, le gouvernement s'en félicite. Il y a plus de 200 000, 300 000 jeunes qui aujourd'hui bénéficient du contrat d'engagement jeune, mais on est toujours dans une logique de dispositif avec une durée limitée d'1 an. Et pour accéder au logement, quand on vous bénéficiez de 500 € par mois, oui, parce qu'on a une chance d'augmenter et d'indexer l'allocation du contrat d'engagement jeune sur le RSA, mais elle est toujours à 500. Pour le coup, le contrat d'engagement jeune est à 500 € alors que le RSA est à 560. On voit bien là la difficulté aujourd'hui de rentrer dans une logique de droit, et on est encore à bouger là-dessus. Alors, je termine, parce qu'il faut terminer, pour donner une note d'espoir sur le fait que ces mobilisations se passent aussi au niveau local, et que pour pallier les manques de dispositifs et de droits ouverts aux jeunes au niveau national, des collectivités locales, je pense notamment au département de Loire-Atlantique, mais aussi à la métropole de Lyon, ont mis en place une aide directe. Au niveau de la métropole de Lyon, c'est le revenu de solidarité jeune, pour permettre à des jeunes de pouvoir automatiquement bénéficier, quand ils sont en situation de pauvreté, d'une aide sociale et d'un accompagnement le temps qu'ils rentrent dans les dispositifs d'État. Mais vous voyez bien qu'on est encore dans un système de bricolage et bien loin d'un sujet universel. Et termine dans une deuxième conclusion, le fait qu'on n'a absolument pas parlé de la question, enfin j'ai peu parlé de la question des étudiants, mais là encore, je vous ai parlé des jeunes en situation de pauvreté, pas en formation. Et pour les jeunes en formation, les étudiants, on est bien aussi dans une difficulté très grave, avec des bourses qui vont d'échelons de 0 à 7, donc de 100 € à 500 € du niveau de bourse, et donc avec là aussi des difficultés très importantes. Et pour finir, comme le disait Nicolas, la difficulté qu'on a derrière, c'est que si on a des jeunes qui vont commencer leur vie dans une situation de précarité et qu'ils ne vont pas voir l'action publique
et le système de protection sociale les protégeait à ce moment-là, le risque qu'on a, c'est qu'on a un délitement de notre cohésion sociale, puisque à un moment donné, quand ces jeunes, et on l'espère, pourront travailler, produire de la richesse, reposeront assez simplement la question de pourquoi je contribue, pourquoi je paye de l'impôt, pourquoi je cotise pour les autres, alors qu'au moment où j'étais dans des situations très graves de pauvreté, je n'ai vu personne. Merci Antoine pour cette conclusion. Sans transition, Marie-Alette, Antoine a montré au sujet des jeunes, mais c'est une question beaucoup plus générale, la difficulté de notre société à convertir une logique de dispositif en de véritables droits pour les personnes. Je crois que c'est une thématique et un objectif qui est porté très fortement par le mouvement que tu présides, et de dire simplement qu'à travers toi, c'est aussi tout le mouvement associatif, toute la société civile qui contribue très fortement à cette question de la lutte contre la pauvreté qui est présente. Merci Nicolas, bonjour à toutes et à tous. ATD Quart Monde, agir tous pour la dignité Quart Monde. Nous sommes absolument convaincus que nous pouvons éradiquer la grande pauvreté. Mais pour cela, il y a quand même un certain nombre de conditions. Et peut-être pour bien me faire comprendre ce matin, d'abord bien dire ce qu'est la grande pauvreté, partir des plus pauvres, partir de ceux qui ont vraiment le plus de mal pour faire bouger notre société. Pour nous, c'est un enjeu pour notre démocratie. Une démocratie apaisée, une démocratie qui vit vraiment la paix, est une démocratie où il n'y a pas, comme dans notre pays actuellement, 9,2 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et parmi elles, plus de 2 millions qui vivent dans la grande pauvreté. Alors quand même, peut-être, après tous ces propos très précis, je veux me permettre de bien remettre des mots sur ce qu'est la grande pauvreté pour que l'on sache de qui l'on parle. Parce que nous avons, nous, à ATD Quart Monde, je vous le disais, la conviction profonde que si nous voulons changer les choses, si nous voulons éradiquer la pauvreté et la grande pauvreté dans notre pays, il faut absolument partir des plus pauvres. Qu'est-ce que la grande pauvreté ? Vous l'avez dit, Thomas, vous l'avez dit, Fabrice, Antoine, tu en as parlé, chacun à notre manière. Nous, à ATD Quart Monde, nous avons d'abord établi une première définition, si je peux me permettre, pour reprendre dans l'historique d'Axel 1987, le rapport de Wresinski au Conseil économique, social et environnemental, qui donne une définition de la pauvreté qui dit que c'est un cumul de précarité. C'est-à-dire, vous avez des problèmes dans le domaine de l'emploi, du logement, de l'éducation, de la santé. Vous le voyez dans les domaines des droits fondamentaux. Et c'est vraiment ce cumul de précarité qui fait que l'on vit dans la grande pauvreté. Ce n'est pas un accident de la vie de vivre dans la grande pauvreté. On n'y tombe pas du jour au lendemain, mais on n'en sort pas non plus du jour au lendemain. C'est malheureusement terriblement héréditaire dans notre pays. Alors nous avons voulu, parce que vous le voyez, vous l'entendez dans les médias, dans les conversations avec les uns et les autres, les plus pauvres sont souvent montrés du doigt comme étant responsables d'un certain nombre de maux dans notre pays. Et nous avons voulu montrer les dimensions de la pauvreté, les dimensions de la pauvreté et de la grande pauvreté, en faisant un vrai travail approfondi de recherche avec des personnes qui ont l'expérience de la grande pauvreté et avec des chercheurs. Alors je vous invite évidemment à aller regarder ce document sur Internet, et j'imagine très bien que sur le site des GECO, vous pourrez le retrouver. Mais je veux vous donner quelques éléments de ces définitions que nous avons établies au bout de 3 ans de cette recherche qui était un partenariat avec le Secours catholique, mais également avec l'Université d'Oxford. Parce que cette recherche, elle a eu lieu en France, mais elle a eu lieu aussi dans un certain nombre de pays dans le monde. La première conséquence
sans doute, on pourrait dire qu'il y a 3 ou 4 conséquences des préjugés sur les personnes qui vivent dans la pauvreté et dans la grande pauvreté. Et la première conséquence, c'est la destruction de la confiance, des capacités des personnes. La stigmatisation et l'humiliation détruisent d'une manière invisible mais profonde l'estime de soi et les capacités des personnes. Elles conduisent au repli sur soi et au sentiment de culpabilité. Et comme le dit Thérèse, qui vit dans la grande pauvreté, le plus dur quand tu vis dans la misère, c'est le mépris, qu'ils te traitent comme si tu ne valais rien, qu'ils te regardent avec dégoût jusqu'à te traiter comme un ennemi. Nous et nos enfants, nous vivons cela chaque jour. Cela nous fait mal, nous humilie et nous fait vivre avec la peur et la honte. Les personnes en situation de pauvreté, de grande pauvreté, sont souvent montrées du doigt dans notre société. Et tu parlais, Antoine, du RSA comme si c'était un bon revenu à côté du revenu pour les jeunes. Alors je veux juste remettre un tout petit peu les choses au point. Le RSA, c'est une allocation différentielle. Une allocation différentielle qui est proposée aux personnes qui n'ont pas de revenus dans notre pays. Et pour obtenir cette allocation différentielle, les personnes sont obligées de remplir une dizaine de feuilles A4 où elles racontent beaucoup leur vie. Une dizaine de feuilles A4 pour obtenir une allocation différentielle. Une allocation différentielle, ça veut dire qu'il y a un socle, mais qu'il y a toujours des choses qui sont déduites de cette allocation. Le socle, il est 545, je crois. En tout cas, il est toujours déduit l'allocation logement. Et donc, on se retrouve à 497 €. 497 € pour vivre, pour payer l'électricité, pour payer l'assurance, pour payer la nourriture, les vêtements, la culture, on ose à peine en parler. On ne vit pas. Au RSA, on survit. Et il ne s'agit jamais d'opposer les gens qui sont au SMIC, qui ont du mal à vivre, aux gens qui sont au RSA, qui sont dans la survie. Mais je veux juste souligner ici que c'est vraiment très difficile de vivre avec un RSA et que les gens sont sans cesse montrés du doigt, que malheureusement, certaines et nombreuses sont les CAF qui ont pris l'habitude de, si vous êtes au RSA et que quelqu'un vous verse 20, 50 ou 100 € sur votre compte pour votre anniversaire ou pour quelque chose qui est important dans votre vie, eh bien ce sera déduit de votre RSA le mois suivant. Parce que ce sont les plus pauvres que l'on surveille le plus dans notre pays. Une seconde conséquence de vivre dans la grande pauvreté, qui met les gens dans cette grande précarité, c'est le non-recours. C'est que les personnes ne vont pas aller vers les allocations qui leur sont proposées parce que trop de démarches intrusives, parce que pour le RSA, plus de 30% de personnes n'osent pas le demander. Alors, j'ai encore quelques minutes, Nicolas. Hein ? 2. Au moins 3. Au moins 3. Bon, merci. Alors, que faire ? Parce que c'est ça qui est important. Que faire ? Chacun de nous peut agir pour éradiquer la grande pauvreté dans notre pays. L'État a sa part, mais chacune et chacun d'entre nous peut agir. Nous le faisons, nous, à ATD Quart Monde, en allant rencontrer les politiques, évidemment, en essayant de faire changer les choses avec les personnes qui sont en responsabilité dans notre pays, mais nous le faisons aussi en expérimentant sur le terrain, avec les plus pauvres, les possibles pour éradiquer la grande pauvreté, dans tous les domaines des droits. Expérimenter dans le domaine de l'emploi, vous avez sans doute entendu parler de territoire zéro chômeur de longue durée. C'est une très belle expérimentation qui permet d'éradiquer le chômage de longue durée sur un territoire précis. Non seulement ça,
non seulement ça permet aux gens qui sont au chômage depuis 5, 7, 9 ans de retrouver un emploi, de retrouver la possibilité d'avoir une vraie place dans la société, mais ça permet aussi, sur ce territoire, de remettre en route tout un tas de gens ensemble, des élus, des entreprises. Tout le monde se met ensemble pour faire revivre l'emploi sur ce territoire. Expérimenter aussi dans le domaine du logement, dans le domaine de l'éducation. Je ne peux pas ne pas terminer sur le domaine de l'éducation. Vous les jeunes qui êtes là, ça veut dire que vous continuez votre parcours scolaire et j'en suis heureuse pour vous et continuez-le autant que possible. Parce qu'il faut tout de même savoir que dans notre pays, il y a chaque année 100 000 jeunes qui sortent du système scolaire avec rien. Aucun diplôme, aucune inscription nulle part, et que ce sont les NEETs dont parlait Antoine tout à l'heure. Et ça, nous devons nous en préoccuper, c'est très très important. Ça veut dire qu'il faut changer des choses dans notre système scolaire. Ça veut dire que c'est très important d'avoir une école qui permet à chaque enfant, à chaque jeune, de choisir son orientation scolaire, de choisir le métier qu'il va faire plus tard. C'est essentiel. Ce n'est pas le cas actuellement dans notre pays. Actuellement, ils sont trop nombreux, les jeunes, à ne pas pouvoir choisir, par exemple, le CAP pour lequel ils vont se former. Alors, je fais 1 minute de pub, 1 seconde de pub pour ce livre que je viens de sortir, qui est une conversation avec une dizaine de militants Carmonde, des gens qui ont l'expérience de la grande pauvreté et qui se lèvent pour aller faire bouger la société avec d'autres et qui donnent leurs idées pour l'école, pour faire changer notre système scolaire. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour vos applaudissements. Merci beaucoup Marie-Alette, merci à toutes et à tous. Il nous reste une petite dizaine de minutes. Je sais qu'il faudra arrêter à l'heure pile. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées et je voudrais juste inviter chacune et chacun à réagir d'un mot à un certain nombre de préoccupations qui s'expriment. Donc là, pour le coup, en vous demandant d'être extrêmement concis, il y a des questions assez précises et puis il y a aussi dans un certain nombre de questions qui sont parvenues, une inquiétude vis-à-vis des effets des prestations sociales sur l'encouragement à l'assistanat, sur l'encouragement à ne pas vraiment jouer le jeu de la vie sociale. Et je voudrais savoir si vous le souhaitez, retenir ce questionnement. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette préoccupation, cette inquiétude qu'on voit à travers divers canaux, diverses prises de parole de la société vis-à-vis de ces instruments de solidarité, de ces droits? Voilà, donc comment est-ce que vous l'entendez? Comment est-ce que vous y réagissez? Ça peut être une question générale à laquelle vous pouvez choisir de répondre. Et là, je me tournerai, il y a des questions un peu plus spécifiques pour Thomas, tu auras 1 minute. Hein. C'est comment est-ce qu'on sait qui reste dans la pauvreté? Parce que finalement, tu as évoqué des seuils. Est-ce qu'on a une idée de qui et de la partie de la population qui est durablement dans la pauvreté? Pour Fabrice, il y a l'idée... On voit des communes proches, voire à l'intérieur d'une même commune, des niveaux de vie très différents, des différences de vie. Est-ce qu'il y a une solution miracle? Ça, c'est souvent posé. Est-ce qu'il y a une solution miracle à la pauvreté? Vous pouvez prendre cette question-là aussi, si vous voulez, en sachant que vous avez moins d'1 minute maintenant pour y répondre. Mais sérieusement, il y a la question, est-ce que c'est tolérable d'avoir ces écarts dans une si grande proximité spatiale? Dernier point, une interrogation sur, finalement, comment se fait-il, et on l'a entendu... dans vos différentes interventions, comment se fait-il que la pauvreté ne soit pas combattue par un socle de droits, un bouclier de droits fondamentaux dans notre société? Donc ça fait beaucoup de questions, vous ne pourrez pas répondre à toutes, j'en suis désolé car je sais que vous auriez toutes et tous beaucoup de choses à dire. Je vous propose de reprendre l'ordre de passage et comme il est 10h25, ça vous laisse exactement 1 minute chacun pour conclure. Oula, un peu dur à brûle-pourpoint. Non, je ne sais pas trop comment commencer. Juste, je voudrais dire quand même qu'on ne pourra pas éradiquer la pauvreté
par simple construction statistique. Donc il faut quand même se mettre d'accord. Il y aura toujours des pauvres et du coup, ça provoque un effet des fois de découragement. Et on le voit bien sur la longue durée. Les années 80 étaient très empathiques. Les années 90, on a mis en place des grands droits. Et puis petit à petit, la compassion, elle a tendance à s'user parce qu'on voit, on voit ces pauvres qui augmentent. Ce qui est vraiment important, c'est d'aller chercher les solutions curatives, c'est déjà d'éliminer la grande pauvreté et c'est d'avoir des réponses de fond. La question par exemple du logement, sécuriser les logements, la question des passoires thermiques, c'est complètement lié aussi à la question écologique. Il y aurait des façons, il faut vraiment avoir une approche curative en termes de formation, en termes d'accès aux grands droits, en termes d'accès au logement et se prémunir de ce dur regard social qui est quelque chose, une construction assez démagogique, une construction souvent politique et il faut y résister. Il faut avoir ce courage-là parce que ça ne règle rien, ça ne fait qu'attiser les fractures sociales et nous, en tant que, j'allais dire, inclus, qui avons les moyens de le faire, on est vraiment responsable sur cette question. Oui, alors donc sur la question donc qui reste dans la pauvreté, donc c'est une question assez difficile à laquelle j'ai pas de réponse simple à donner en 1 minute. Donc il y a beaucoup d'études sur ces questions de persistance de la pauvreté. Je peux citer par exemple une étude sur un domaine que je connais peut-être un peu plus, qui est la très très grande pauvreté, c'est-à-dire les personnes qui sont sans domicile. Donc selon l'enquête de 2012, on voit qu'il y a une grande proportion en fait des personnes qui sont sans domicile qui sortent de l'aide sociale à l'enfance. Donc autrement dit, les personnes qui sont au début donc placées en famille d'accueil ou en foyer, en fait, ont beaucoup de mal à s'en sortir. Ce que ça veut dire, c'est que quand on commence pauvre, c'est beaucoup plus difficile de sortir de la pauvreté. Et il y a sans doute des réflexions à faire sur les processus de spirale positive de sortie de la pauvreté. Donc, quelles sont les étapes qui permettent de progressivement passer d'un état de pauvreté à une situation justement de non-pauvreté et inversement sur les spirales négatives. D'ailleurs, c'est un projet qu'on a mené en lien avec ATD Quart Monde et des personnes en situation de pauvreté. On a travaillé sur ces choses-là et c'était vraiment intéressant. Donc, il y a évidemment beaucoup de réflexions à mener sur ces questions de persistance de la pauvreté. En ce qui me concerne, j'aimerais reprendre la conclusion de Marie-Alette. D'ailleurs, j'avais écrit une tribune dans les Échos il y a quelques années sur ce sujet. Le meilleur instrument de lutte contre la pauvreté et les inégalités en général, c'est l'éducation, c'est les compétences, c'est l'école. Or, dans notre pays, chaque cohorte d'âge se divise plus ou moins en 3 parties égales. Ceux qui obtiennent un diplôme de l'université, ils feront face à un taux de chômage de 5%. Ceux qui obtiennent le baccalauréat, voire un diplôme court du supérieur, et ceux qui n'obtiennent aucune qualification, ils feront face à un taux de chômage de 25%. Donc on a quand même un système éducatif très inégalitaire, où la formation professionnelle en particulier ne joue pas son rôle, contrairement à d'autres pays comme l'Allemagne, les pays nordiques ou l'Autriche. C'est vraiment un serpent de mer dans notre pays depuis plusieurs années. Lié aussi aux faibles performances scolaires, on trouve le problème de santé mentale sur lequel j'ai animé une session hier, et je pense que les problèmes de santé mentale jouent aussi un grand rôle dans la pauvreté, la grande pauvreté, et ce phénomène de persistance en particulier. Merci beaucoup. Antoine ? Non, pour répondre à la question que tu posais sur les enjeux de stigmatisation, oui, je pense qu'il y a un combat politique d'opinion publique à mener là-dessus, puisque, mais Marie-Alette le dit très bien, elle, et reprenant aussi et laissant la parole à ceux qui vivent dans la pauvreté, on ne vit pas avec 500 €, on survit, et donc il faut se mettre dans... Et c'est impossible de se mettre à cette place, mais voilà, si on avait un budget de 500 €, on pourrait bien comprendre combien c'est très compliqué de vivre. Et donc, on est bien dans une aide de survie. C'est bien pour ça que beaucoup d'acteurs posent le principe de pouvoir avoir une revalorisation des minima sociaux pour pouvoir vivre dignement, décemment.
Et donc c'est la première chose. Et ce combat, et Marie-Alette l'a bien vu, l'a bien dit, c'est-à-dire que quand on rentre là-dedans, c'est de la perte de l'estime de soi, avant tout. Et donc, c'est le regard que l'on doit changer. Et parce que tu as fait la pub d'un livre. Moi, il y a un livre qui m'a beaucoup marqué, qui avait été fait par ATD Quart Monde aussi. C'est Lutter contre les idées reçues sur les pauvres. Voilà, qui montre et qui vous décrit par A plus B que non, le RSA ou tout système d'allocation n'est pas désincitatif vis-à-vis de l'emploi. Ça a été même prouvé par l'INSEE, par des études qui montrent bien, y compris sur la question des jeunes, que non, aider des jeunes qui sont aujourd'hui dans une situation de sans-abri, qui n'ont pas les ressources financières de pouvoir survivre. L'enjeu pour eux, aujourd'hui, c'est juste d'être dans la mendicité, c'est juste de survivre dans ce monde dont ils ne font pas partie, et qu'en leur versant une allocation qui aujourd'hui est insuffisante, c'est les aider à pouvoir penser autre chose que juste savoir de quoi je vais manger, enfin qu'est-ce que je vais manger ce soir et où je vais me loger. Et permettre effectivement de se projeter dans un projet professionnel, etc. Et pour le coup, si on a avancé sur cette question-là, et l'expérimentation qu'on voit sur le revenu de solidarité jeune montre comment, avec ça, on arrive à aider des jeunes qui sont aujourd'hui dans notre ville, dans notre métropole, qui sont à la rue, et qui, avec ces 500 €, eh ben, permettent de pouvoir se projeter vers l'emploi, et donc de retrouver leur place dans la société. Et c'est ça qu'à mon avis, on doit réussir tous collectivement. Merci beaucoup. Marie-Alette, le mot de la fin est pour toi. Le mot de la fin, je ne sais pas, mais je crois que nous sommes absolument convaincus que les politiques publiques doivent d'abord viser ceux qui vivent dans la grande pauvreté. Parce que nous savons d'expérience que si ces politiques publiques, elles ne visent pas ceux qui vivent dans la grande pauvreté, alors elles vont les oublier. Elles vont s'occuper de ceux qui vivent dans la pauvreté. Et comme je le disais tout à l'heure, surtout pas les opposer les uns aux autres. Mais si on s'occupe juste de ceux qui vivent dans la pauvreté, ceux qui vivent dans la grande pauvreté continueront de vivre dans la grande pauvreté. Donc vraiment, commencer par les plus pauvres pour être sûr de toucher tout le monde. N'oubliez personne. Merci beaucoup à toutes et tous pour ces interventions. Et merci à tous.